Et vous allez devoir rester sur BFM TV puisque c'est l'heure de répondre à vos questions. On répond à vos questions avec Fanny Weckscheider, évidemment. Bonjour Fanny. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ça va très bien. Alors on est parti au sommaire de ce samedi. Au sommaire, une semaine après la mort du jeune Mathis à Châteauroux, les habitants de la ville lui rendent aujourd'hui hommage. On verra cela en direct. Les élections européennes approchent, on est à peu près à un mois. On va vous aider à comprendre concrètement pourquoi c'est important dans votre vie du quotidien d'aller voter le 9 juin. On parlera évidemment des Jeux Olympiques et on continuera de suivre comment avance le Bélème dans notre mer. Il avance bien. C'est pas en retard. Voilà. Et puis la foire de Paris, ça y est, elle a débuté il y a quelques jours maintenant et elle fête ses 120 ans. Allez, commençons par parler de cet hommage à Mathis qui aura lieu cet après-midi. En effet, une semaine donc après le décès de l'adolescent qui a été poignardé à mort la semaine dernière par un autre mineur à Châteauroux, ses proches aujourd'hui honorent sa mémoire avec plusieurs temps forts aujourd'hui au programme. Antoine Forestier, on vous retrouve justement, vous êtes dans l'Indre à Châteauroux et vous êtes notre envoyé spécial. C'est là qu'une marche blanche va se tenir cet après-midi en hommage à Mathis à 15h30. Manuela, notre téléspectatrice, nous demande où peut-on se recueillir également en mémoire du jeune Mathis. Alors je vais vous parler déjà des hommages qui ont déjà eu lieu. Il y a eu hier soir la Berrichonne de Châteauroux qui a rendu hommage au jeune Mathis. Mathis qui était un fan de football lors d'un match de national. Il y a eu ce matin au centre funéraire en périphérie de Châteauroux un registre de condoléances qui a été ouvert pour les proches de Mathis qui voulaient venir soutenir la famille. Et puis ici même, là où nous nous trouvons, dans ce stade en centre-ville de Châteauroux, l'Étoile de Châteauroux, le club où était licencié Mathis, lui a rendu hommage il y a un peu plus d'1 heure désormais, juste avant le coup d'envoi de ce match, avec tous les licenciés du club qui se sont mis au niveau du rond central du stade juste avant le début du match. C'est en fait ce match qui se déroule actuellement, il a été avancé de 2 heures pour permettre à tous les membres du club de participer ensuite au moment fort aujourd'hui qui va être la marche blanche dont vous parliez à l'instant. Marche blanche qui aura lieu, elle, à partir de 15h30, place Lafayette. Ça, c'est le point de départ et le point d'arrivée de cette marche qui devrait durer à peu près 2 heures. Le préfet de l'Indre a prévenu qu'il y aurait une sécurité renforcée. Des policiers, des gendarmes supplémentaires ont été appelés pour sécuriser toute cette marche parce qu'on attend énormément de monde, entre 3000 et 10 000 personnes. Il y aura encore un nouvel hommage prévu pour Mathis. Ce sera cette fois-ci mardi prochain, juste avant ses obsèques, au stade Gaston Petit, le stade de la Berrichonne de Châteauroux, un stade qui fait plus de 15 000 places ici en centre-ville de Châteauroux. Voilà, ce sera le dernier hommage juste avant les obsèques pour le jeune Mathis. Merci Antoine Forestier en direct de Châteauroux avec Célia Vallée pour BFM TV. Évidemment, on suivra tout cela sur BFM TV. Des questions sur les élections européennes, c'est dans quasiment un mois qu'on votera. Oui, c'est ça. Ce sera le 9 juin, un seul tour pour cette élection et une campagne qui est déjà bien lancée. Vous vous souvenez forcément de ce débat qui a commencé, premier débat jeudi soir sur notre antenne entre la tête de liste Rassemblement National Jordan Bardella et la tête de liste Renaissance Valérie Ayé. Les élections donc le 9 juin pour renouveler les députés du Parlement européen. Et vous aviez jusqu'à mercredi pour vous inscrire sur les listes électorales. Oui. C'est donc plié pour ceux qui sont retardataires. C'était en ligne et puis en mairie jusqu'à encore hier. Question de Faustine, ces élections européennes sont-elles importantes? On va poser la question à notre experte. Voilà. Anne-Sora Dubois, journaliste politique. Même, oui, voilà. Et c'est important aussi, nous, qu'on relaie justement pourquoi il faut aller voter. À quoi elles servent, ces élections européennes? Alors, il y a 705 députés européens, dont 79 pour la France. En 2019, il y avait 751 députés, sauf qu'entre-temps, les Anglais sont partis. Donc, il y en a un peu moins cette fois-ci. Donc, 79 pour la France, un mandat de 5 ans. Ils siègent au Parlement européen. Et leur rôle, c'est tout simplement l'équivalent du travail des parlementaires français, des députés français, c'est-à-dire qu'ils votent les lois européennes qui ensuite vont donc s'appliquer dans toute l'Europe. Ils ont les mêmes droits que les députés français, mais au niveau européen, c'est-à-dire ils peuvent proposer des amendements, ça veut dire modifier les lois, siéger dans des commissions pour la fabrication de la loi, et ensuite, effectivement, ils votent ces lois. C'est la Commission européenne, dans sa très grande majorité, qui propose les lois, je vais y arriver, qui ensuite sont votées donc par les fameux eurodéputés. Alors maintenant, Ibrahim nous demande concrètement, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous apporte ces députés? Qu'est-ce que ces lois, par exemple, en quoi elles se concrétisent? Nous, qu'est-ce qu'on vit dans notre vie quotidienne? Oui, parfois, ça paraît très abstrait. Et l'Europe, en réalité, ça ne l'est pas du tout. Par exemple, les frais d'itinérance. Vous êtes sur la plage de Barcelone en week-end et vous voulez appeler, vos parents ou vos amis qui, eux, sont restés en France ce week-end-là, les pour savoir quel cocktail choisir. Absolument. Et bien là, vous ne paierez pas de surcoût d'appel téléphonique. Ça
été mis en place voté par les eurodéputés le 15 juin 2017. C'est le même prix que si vous appeliez depuis la France métropolitaine, en direction de la France métropolitaine. En 2019, c'est rentré en application en 2021. Le Parlement européen a voté aussi l'interdiction des sacs plastiques à usage unique dans nos supermarchés. À chaque fois qu'on fait nos courses, on s'en rend compte aujourd'hui. Ça vient de l'Europe. C'est pas systématique. C'est pas le plus encore. pratique, si je C'est peux me pas permettre. On a dit que l'habitude, Mais quand c'est même. beaucoup plus écolo et c'est quand même, C'est rentré dans les mœurs. pour vous donner Ouais. l'exacte explication et application de cette mesure, les couverts, les assiettes, les cotons-tiges et les sacs plastiques à usage unique, c'est 70% des déchets qu'on trouve dans la mer, selon la Commission européenne. Arrêtez de vouloir Ça avoir vaut le raison coup. à tout Vous prix. voyez, ça C'est vaut le coup insupportable. Ça D'avoir vaut un le sac coup. en papier quand on finit ses courses, on est d'accord. Ok. Troisième Allez, vendu. mesure adoptée, qui sera bientôt adoptée en tout cas par les parlementaires européens, une réforme du marché européen de l'électricité. Ça aussi c'est très important parce qu'on a vu à l'issue du Covid notamment qu'il y a eu d'énormes turbulences sur le marché de l'énergie mondiale. Et donc l'idée c'est de mettre en place une régulation du marché de l'énergie au sein de l'Union européenne. En clair, on n'aurait plus des explosions de coûts de l'électricité. Et par ailleurs, cette réforme vise aussi à empêcher les fournisseurs de couper l'électricité aux clients dits vulnérables. En clair, vous avez un coup dur, vous avez des revenus qui baissent, vous ne pouvez plus payer votre facture d'électricité. L'Union européenne vous protégera. Je vous rajoute quelques éléments justes, mais le droit des femmes, par exemple, ça a été voté en avril 2024, l'interdiction du mariage forcé, Oui, c'est l'interdiction pas rien comme des petit mutilations génitales, les harcèlements en ligne. Voilà, c'est quand même des choses très concrètes qui nous protègent au quotidien. La pêche électrique interdite en mer du Nord, vous dites c'est peut-être pas ma vie quotidienne, dans le poisson que vous mangez, dans votre karma, dans votre bilan carbone. Ça joue. Le système GPS européen, Galiléo, quand n'arrête même, plus. vous programmez votre Mais vous trajet devriez pour vous venir présenter, chez BFM Anne. TV le matin. Mais oui. Et ben vous utilisez un GPS européen qui est donc protégé aussi, qui n'est pas un GPS américain. Voilà pour notre vie quotidienne en Europe. Ça vous concerne, c'est votre choix, c'est votre vie quotidienne, donc il faut aller voter. Il faut aller voter. Et vous êtes on le plus rappelle, vendeuse que beaucoup. Vous allez dans les- Réfléchissez oui. à cet engagement Peut-être européen. parce que j'ai fait mon école de journalisme à Strasbourg. Voilà, J'avais beaucoup Voilà. l'actualité siège du du Parlement Parlement. européen. Et c'est très Exactement. concret. C'est On très n'arrête concret. pas, C'est on très a concret. compris Merci ça. beaucoup, Merci, Anne, en tout cas pour ces exemples qui prouvent que donc il faut aller voter le 9 septembre. J'en profite pour vous Juin. annoncer 9 juin, pardon. C'est 9 beaucoup plus septembre, près. vous ratez le coche Pardon. aussi. C'est... Je pense serais à une très, très autre en date retard, là, pour importante le dans coup. ma vie, mais qui n'a rien à voir. Je vous rappelle ce nouveau rendez-vous politique justement à l'approche des européennes. C'est Face à Face et vous proposé par AMC et BFM TV. Lundi, ce sera Marine Le Pen qui sera la première invitée d'Apolline de Malherbe. Pendant près d'une heure, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale sera interrogée par la journaliste, mais aussi par des téléspectateurs de BFM TV et des auditeurs d'AMC. Question de Anne, vous faites quoi le 9 septembre d'aussi important dans votre vie privée? Ok. Alors, J'analyse encore le résultat des européennes du 9 juin. question sur la fièvre de Lassa. La fièvre de Lassa, en effet, premier cas avéré il y a à peine quelques jours, c'était jeudi en Île-de-France. Alors on se demande tout ce que c'est. La ministre de la Santé qui a été interrogée à ce sujet, Catherine Vautrin, sur notre antenne, à notre micro, a précisé qu'il s'agit d'un seul cas importé, un militaire qui est rentré de l'étranger. Il a été pris en charge, son état de santé n'inspire aucune inquiétude. Elle affirme également, la ministre, que les autorités évidemment suivent la situation. Une enquête épidémiologique est actuellement en cours pour essayer de retracer tous les cas contacts éventuels. Alors Mine nous demande qu'est-ce que c'est que cette fièvre de Lassa, cette maladie. Est-ce que c'est dangereux? Professeur Yves Buisson, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes épidémiologiste, spécialiste en médecine tropicale. Cette maladie de Lassa, est-ce qu'elle est dangereuse? Oui, c'est une maladie extrêmement dangereuse, inquiétante. C'est une fièvre hémorragique virale. Donc, c'est une maladie virale qui se caractérise par des symptômes, comme toutes les maladies virales, notamment de la fièvre, mais des syndromes hémorragiques. Et c'est une maladie infectieuse qui est affectée d'une très forte mortalité. Donc, elle est redoutable. Il y a 3 grandes fièvres hémorragiques virales. Il y a la maladie d'Ebola, la fièvre d'Ebola dont on a beaucoup parlé, puisqu'il y a eu des recrudescences au cours de ces dernières décennies très, très inquiétantes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et puis, la fièvre de Marburg. Il y a encore des cas de fièvre de Marburg qui est apparenté, le virus est apparenté au virus Ebola. Et la fièvre de Lassa, qui est aussi une fièvre hémorragique. Il y a d'autres virus de fièvre hémorragique, mais ce sont parmi les maladies virales transmissibles, parmi les plus redoutables, qui nécessitent l'isolement immédiat des malades contaminés
afin d'éviter la transmission, parce que ce sont des maladies contagieuses, et encore une fois, leur gravité impose de prendre d'énormes précautions pour empêcher leur transmission. Alors justement, vous disiez qu'elle est transmissible. Comment est-ce qu'elle se transmet? Par quels moyens? Alors, elle se transmet un peu par tous les fluides biologiques, hein, par le sang, par la salive, par toutes les sécrétions biologiques. Donc, ça nécessite l'isolement complet des malades et donc l'adoption de mesures de précaution, surtout de la part du personnel soignant, extrêmement draconiennes. Bien sûr, le personnel soignant se transforme un petit peu est obligé de revêtir des combinaisons de cosmonautes, hein, quasiment, pour éviter la transmission. Il faut être très rigoureux, hein, pour l'isolement et pour éviter ces transmissions. Mais moyennant quoi, on peut très bien éviter que cette maladie se propage, surtout une fois que le malade est pris en charge dans une structure hospitalière habituée à le faire, comme c'est le cas actuellement. Voilà, c'est le cas actuellement pour ce militaire, ce seul cas, on le rappelle, hein, à l'heure actuelle sur le sol français. Est-ce qu'il y a un traitement efficace contre cette fièvre de Lassa? Alors, il y a des traitements, oui, des traitements efficaces à condition d'être pris en charge très précocement, bien entendu. Il y a des traitements efficaces. Et puis, d'après ce que nous savons, il y a aussi dans cette maladie, bien que ce soit une maladie redoutable, il y a des formes mineures, il y a des formes gravissimes. Là, je crois qu'on se trouve plutôt devant une forme mineure. Et donc, le pronostic pour ce patient semble assez favorable. Merci beaucoup, professeur Buisson, d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet et donc cette fièvre de Lassa. On va parler immobilier avec une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle, ça fait plaisir. Qui l'eût cru? Eh bien, enfin, certains arrondissements de Paris deviennent abordables. Les prix de l'immobilier baissent dans la capitale. Qui l'eût cru, en effet. Selon Meilleur Agent, les prix ont baissé en moyenne de 0,3% sur ce dernier mois. Mais si on compare au plus haut du marché immobilier, c'était en août 2020, eh bien, on en est à moins 14%. Regardez dans le détail sur les arrondissements en jaune, c'est là où ça a baissé le plus, jusqu'à moins 10%. Hein. Vous voyez dans le nord et dans l'ouest de Paris, un peu dans le centre également. En bleu foncé, là où ça baisse le moins, mais partout, donc, hein, il y a une diminution observée. On est quand même autour de 9 259 € le mètre carré, mais symboliquement, on passe en dessous des 10 000 qu'on avait allègrement dépassé pendant très longtemps. Donc, c'est plutôt un bon signe. On a l'impression que c'est encourageant. Si on regarde également en Ile-de-France, hein, un peu plus large, eh bien, ça baisse également à peu près partout, essentiellement dans l'ouest et autour de Paris en petite couronne. Et si ça reste ça stagne, ça reste plutôt stable dans l'est et dans le sud de la région. Maëlle Bernier, vous êtes porte-parole de Meilleur Taux. Merci d'être avec nous. On se demande tout d'abord, est-ce que Grégory nous demandait si c'était vrai que ces prix d'achat baissent à Paris. À quoi c'est dû cette baisse? En fait, c'est dû au pouvoir d'achat des Parisiens et des Franciliens qui a baissé parce que, comme les taux ont augmenté, ils peuvent emprunter moins. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut trouver des acheteurs en face de biens. Donc, quand les prix sont trop élevés, c'est-à-dire que quand vous pouvez pas emprunter, les prix, naturellement, baissent parce que l'acheteur potentiel, il va faire une offre à la baisse parce qu'il peut pas emprunter autant qu'il pouvait emprunter il y a 3 ans quand les taux étaient à 1%. Donc les prix se sont alliés sur le pouvoir d'achat des Parisiens. Est-ce que c'est la même chose du côté des locations? Est-ce que ça baisse aussi? Alors, c'est pas aussi vrai parce qu'il y a un vrai problème. Si vous voulez, les prix, il y a une compensation. Les loyers, alors à Paris, ils sont bloqués, mais il y a une demande très forte sur le locatif parce que on a un marché immobilier qui ne bouge pas beaucoup. Les Français restent là où ils sont et on a quand même une offre, un besoin de logement très important pour les étudiants. Quand on s'installe, quand on démarre dans la vie, on peut pas acheter. Donc, c'est pas forcément aussi vrai sur les loyers parce qu'encore une fois, l'offre locative n'est pas suffisante, notamment à Paris. Alors, en ce qui concerne l'achat, donc, puisque ça baisse, Enzo nous demande, est-ce que cette baisse des prix, forcément, va durer? C'est ce qu'on espère? Alors, vous savez, on a en fait ce qu'on appelle on va dire que c'est un rattrapage. C'est une situation qui est liée encore une fois au taux d'intérêt, puisqu'on est passé d'une situation des taux à 1 à plus de 4 à l'automne, et aujourd'hui on a des taux d'intérêt qui rebaissent assez nettement, puisqu'on est autour de 3,80. Vous voyez, il y a une grosse baisse. Il est évidemment clair que les prix de l'immobilier ont évolué, mais vous savez, c'est pas partout et c'est pas sur tous les biens. C'est-à-dire qu'on peut voir des différences très fortes selon les arrondissements. Vous l'avez
l'avez dit, et puis aussi selon les biens, c'est-à-dire que des biens de grande consommation, on va dire immobilière, des 2-3 pièces bien situées, 3e étage lumineux, vont beaucoup moins baisser que le rez-de-chaussée, qui peut-être à un moment donné a été survalorisé, et qui payait, ça partait comme des petits pains et tout partait. Aujourd'hui, les Franciliens sont un peu plus regardants, parce qu'aussi, encore une fois, pour acheter à Paris, il faut avoir quand même des gros revenus, mais même les gros revenus, avec la hausse des taux, ils ont été très fortement impactés. Un couple qui gagne 7 000 euros par mois, net, il a perdu, avec la hausse des taux, plus de 150 000 euros de capacité d'emprunt. Donc évidemment, ça se répercute sur les prix. Merci beaucoup Maëlle Bernier de nous avoir répondu aujourd'hui. Allez, on va parler des JO. C'est dans quelques jours maintenant que la flamme va arriver à Marseille et on suit donc le Belém. Ouais, à Marseille, ce sera dans 4 jours, puisque c'est le 8 mai, cette date prévue donc de l'arrivée du Belém et de la flamme. Et un autre compte à rebours également pour les JO, le début des JO le 26 juillet, c'est 23 jours avant le lancement donc des Olympiades. Jasmine nous demande comment progresse le Belém. On avait suivi son départ en direct sur BFM TV. Et bien, regardez ce site internet qui nous permet de voir l'évolution en temps réel du bateau, du 3 mâts, qui se trouve entre l'Italie et la Corse, plus près de la Corse. Maintenant, on va bientôt arriver près des côtes. Il avance bien. Au début du live à 10h, il était plutôt dans les eaux territoriales françaises, au niveau de Rome, en live. Vous le voyez en direct. Alors, on va retrouver l'un des 16 jeunes qui sont présents sur ce 3 mâts. Nathan Levert, vous êtes l'un des éclaireurs du prologue de la flamme olympique. Vous avez 19 ans, je le disais, vous êtes 16 à avoir la chance d'être à bord de ce bateau. Pour accompagner la flamme jusqu'à son arrivée à Marseille, c'est une grande responsabilité. Comment se passe la traversée pour vous ? Effectivement, tout se passe bien. Là, c'est le calme après la tempête un petit peu. Hier, on a été très agité. Là, on se rapproche de la France. On est abrité par la Corse et tout se passe bien. Est-ce que vous êtes fiers, on l'imagine, de participer à une telle aventure ? Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé être aussi près que vous de la flamme olympique. Évidemment, on est acteur principal de la traversée et c'est avec un grand honneur que je vis cette situation. Alors, est-ce que vous allez bien, parce qu'on a su que parmi ces 16 jeunes qui sont sur le bateau, vous n'avez pas d'expérience en autisme. Est-ce que c'est pas trop difficile de supporter la houle ? Vous n'êtes pas trop malade ? Non, niveau malade, hier ça a été un petit peu compliqué, mais actuellement tout se passe bien. Et niveau expérience, on a pu chacun faire un stage de 1 à 3 jours à bord du Belém déjà pour être sélectionné. Et ça nous a permis par la suite d'avoir déjà les bases pour naviguer. Alors justement, qu'est-ce qui vous a motivé à participer ? Vous avez été sélectionné, mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie de participer à cette aventure ? La symbolique de l'événement. On participe quand même à quelque chose de grand. Les JO, c'est une fois tous les 100 ans par pays. Et de pouvoir participer à ça, c'est un honneur. Et de participer à ça en groupe en plus. Alors c'est quoi l'ambiance sur le bateau comme ça au quotidien ? Franchement, on s'entend tous très bien. On est partis ensemble d'Orly et en fait, au bout de 2 jours à Athènes, on s'est rendu compte que tout le monde s'entendait comme si ça faisait 2 semaines qu'on se connaissait. Alors que on venait à peine de connaître les prénoms des uns des autres. Et à l'heure actuelle, on vit ensemble comme si on vivait ensemble depuis 2 ans. Il vous reste encore 4 jours de bateau à faire ensemble. On a une question de téléspectateur, c'est Aaron qui nous demande quelles sont les tâches accomplies par les jeunes éclaireurs du Belém. Qu'est-ce que vous faites au quotidien sur ce bateau ? En fait, on fait partie à part entière de l'équipage, donc on participe à tout, que ce soit le nettoyage, que ce soit les manœuvres, que ce soit la barre, que ce soit la veille, que ce soit la cuisine et les services. On participe vraiment à tout. Merci beaucoup Nathan Levert. On va continuer évidemment de vous suivre, vous, les 15 autres jeunes éclaireurs qui sont à bord de ce Belém, ainsi que les gardiens de la flamme, ces militaires également qui surveillent scrupuleusement la flamme pour ne pas qu'elle s'éteigne avant donc son arrivée le 8 mai. Si tout continue d'aller bien jusqu'à Marseille, on accueillera donc cette flamme avec grande impatience. Ouais, journée spéciale évidemment sur BFM TV mercredi pour accueillir cette flamme olympique et tout va se dérouler sous très haute sécurité à Marseille mercredi. C'est ça. Et en effet, on verra tout ça un peu plus tard. Mais il y a quand même 6000 policiers et gendarmes déployés rien que ça pour accueillir cette flamme.
On termine avec un autre événement. Oui, la Foire de Paris. Voilà, la Foire de Paris. Et quelle Foire de Paris cette année? C'est un événement, encore un anniversaire. On parlait des 100 ans des Jeux Olympiques. Là, ce sont les 120 ans de la Foire de Paris qui a lieu depuis le 1er mai, mercredi, jusqu'au 12 mai prochain à Paris Expo, porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de la capitale. Rendez-vous incontournable, s'il en est. Festival familial, où on peut découvrir des innovations. Il y a le concours Lépine, notamment, ses inventions, ses objets, faire du shopping, assister à des animations, des spectacles. Il y a beaucoup de choses. Nino nous demande ce que l'on peut découvrir d'intéressant dans cette édition spéciale 120 ans de la Foire de Paris. Alizé Boissin, vous êtes notre reporter BFM TV sur place à la foire. Alors, à l'approche de l'été, des baignades notamment, eh bien, vous avez trouvé une invention qui va pouvoir rassurer peut-être pas mal de parents. Oui, absolument, pour passer l'été un peu plus tranquille. Regardez ce qu'on a trouvé avec Colline Chambol. Eh bien, c'est un t-shirt anti-noyade, un t-shirt airbag en fait. On est avec Philippe qui a co-créé ce produit. Vous avez eu le concours Lépine l'année dernière. Racontez-nous comment ça marche. Tout simplement, c'est un t-shirt anti-UV qu'on met hors de l'eau comme un t-shirt classique. Mais si jamais l'enfant va à l'eau par accident ou parce qu'il n'est pas conscient du risque, alors le t-shirt se gonfle automatiquement, remonte l'enfant à la surface et surtout le retourne sur le dos, et ce, quelle que soit sa position de chute. Vous en avez vendu à peu près 10 000, vous me disiez. Vous savez combien vous avez déjà pu sauver d'enfants grâce à ce principe? Alors en tout cas, au moins 4, puisqu'on a eu 4 témoignages de parents qui spontanément nous ont contactés pour nous remercier, dont 3 en piscine et 1 en rivière. Et donc on doit le dire, c'est une création, eh bien, c'est produit à Toulouse, c'est réutilisable, hein, une fois que vous avez déjà utilisé ça, et que votre enfant grandit, on peut racheter seulement ce produit, le tout pour un budget de moins de 150 €. C'est plutôt une bonne affaire pour passer l'été tranquille. Oui, merci beaucoup Alizé Boissin avec Colline Chambol. Donc on le rappelle, jusqu'au 12 mai, cette Foire de Paris. Entrée 7 à 13 €, c'est gratuit pour les moins de 7 ans si vous voulez y participer. Toujours des bonnes idées à trouver à la Foire de Paris. Ouais. Merci beaucoup Fanny, on se donne rendez-vous évidemment samedi prochain. Merci d'avoir suivi le live BFM, on se donne rendez-vous demain à 10 h. D'ici là, évidemment, l'après-midi info sur BFM TV. Bonne journée.